Vous regardez New York Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro de décryptage. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, ces derniers jours ont été sous haute tension. Goma semble être largement tombé aux mains du M23 et des forces rwandaises après des combats qui ont fait une centaine de morts et près d'un millier de blessés en seulement quelques jours. Malgré la pression de la communauté internationale, une rencontre entre dirigeants rwandais et congolais semble de nouveau compromise. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Nous sommes mercredi 29 janvier 2025 en RDC. Comment se présente la situation à ce jour? À ce jour, la situation est assez confuse, bien que dans cette confusion, il est clair que Goma est pratiquement entre les mains du M23 et des soldats rwandais qui les soutiennent, puisque c'est eux qui sont en train de circuler au niveau du centre-ville. Ils ont pris l'aéroport, il reste quelques poches tout simplement, mais à la limite, officiellement, Goma n'est pas encore tombé, mais on n'est pas loin de cela, puisqu'on voit les déplacements des populations qui actuellement sont en train de quitter Goma, alors qu'il ne faut pas qu'on oublie que le M23 est venu de façon progressive, et à chaque fois que le M23 se déplaçait, les populations venaient se réfugier au niveau de Goma. Donc imaginez Goma avec sa population, plus d'1 million de personnes, plus pratiquement 500 000 personnes qui étaient venues s'ajouter au niveau de Goma avec l'avancée du M23 et de l'armée du Rwanda. Mais vous imaginez ce que ça crée encore comme population déplacée dans des conditions inimaginables. Mais pourquoi Goma est-elle une ville stratégique dans ce conflit? En fait, depuis le départ avec le M23 qui avance, c'est la plus grande ville qu'ils prennent pour la première fois. Elle est également stratégique parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le M23 avait déjà fait ce même processus en 2012. À l'époque, ils ont pris Goma, comme ce qui se passe actuellement, mais le fait d'avoir pris Goma a été considéré comme le Rubicon qu'ils ont franchi, et la réponse a été une réponse très forte. Ils ont pris Goma, mais ils ne sont restés que quelque temps. Ils ont été chassés de Goma et ils ont été vaincus. C'était en 2012 avec le soutien de la MONUSCO à l'époque. Est-ce que cette fois-ci, la prise de Goma va être encore la ligne rouge que le M23 ne devait pas franchir et qu'ils ont franchi? Et ça va amener les forces armées de la République démocratique du Congo et les armées qui les soutiennent et d'autres pays à prendre leurs responsabilités? On ne sait pas pour le moment. On attend de voir. Le président Tshisekedi doit prendre la parole. On attend de voir qu'est-ce qu'il va dire. Il y a quelques réactions d'un certain nombre de pays. On attend de voir véritablement qu'est-ce qui va se passer avec une prise de Goma qui s'annonce de la part du M23. Et la rencontre entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame convoquée ce mercredi par le Kenya pour tenter donc de dénouer cette nouvelle crise semble dans l'impasse. En quoi est-ce que cette rencontre est nécessaire dans le contexte actuel? Le Kenya est venu au secours de l'Angola, puisque c'est l'Angola qui avait été désigné par l'Union africaine pour faire la médiation. Et l'Angola s'est régulièrement appuyé sur le Kenya parce que l'ancien président du Kenya avait lui également fait des efforts pour essayer de faire de la réconciliation sur cette affaire de la RDC. Donc le Kenya a voulu venir au secours de l'Angola en essayant d'organiser ce sommet que l'Angola avait essayé d'organiser et qui avait échoué parce que le président Kagame n'y était pas allé. Ce sommet-ci également a échoué. Cette fois, c'est le président Félix Tshisekedi qui ne trouve pas d'intérêt à y aller. Bien que de façon officielle, on parle de questions d'agenda et autres, mais il ne trouve pas d'intérêt à y aller parce que dans la situation actuelle, s'il part, il négocie en situation de faiblesse. Et d'un point de vue stratégique, quand on va vers des négociations... S'il part, c'est-à-dire quitter le pouvoir? Non, pas qu'il quitte le pouvoir. S'il part à ce sommet, il se met à négocier plus précis, clair. En situation de faiblesse parce que depuis que ça a commencé, le M23 ne fait que avancer. Donc il a plutôt intérêt à réorganiser son armée, à faire une offensive contre le M23, à les refouler d'abord avant d'aller à une négociation en position de force. Parce que négocier en position de faiblesse, c'est accepter ce qu'on n'aurait pas accepté dans une situation normale. Et comment jugez-vous la réaction de la communauté internationale, notamment de la Belgique, je pense plus précisément de Bruxelles, dans cette situation de conflit dans l'Est du Congo? Malheureusement, c'est l'éternel deux poids, deux mesures, surtout quand il s'agit des pays
africain. Tout le monde savait. Tout le monde a vu le M23 venir. Tout le monde a vu le M23 s'approcher de Goma. Tout le monde a vu le M23 encercler Goma. Personne n'ose dire qu'il n'était pas au courant. Personne n'ose dire aujourd'hui qu'il ne savait pas que le Rwanda soutient le M23 et que même il y a des soldats rwandais sur le sol de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? C'est là où se trouve le problème de fond. Il fallait agir avant, au lieu de continuer à jouer aux médecins après la mort. On attend qu'il y ait 100 morts, des milliers de blessés, des centaines de milliers de déplacés dans des conditions extrêmement difficiles pour commencer à parler. On a vu la réaction de l'Organisation des Nations Unies, de la Chine, de l'Union européenne, qui sont des réactions devenues un peu plus fortes aujourd'hui, où ils appellent Kigali, c'est-à-dire ils interpellent clairement le Rwanda à retirer ses forces de la région et à cesser les hostilités. Pour moi, c'est insuffisant. Je préfère la réaction de l'Allemagne, que je trouve toujours insuffisante, mais un peu plus forte. L'Allemagne a gelé son aide au Rwanda. Et pour la Belgique, en principe, en tant qu'ancienne puissance coloniale, c'est elle qui devait être au devant, mais malheureusement, on ne les a pas trop entendus, malgré le fait qu'un de leurs députés a interpellé l'État belge au niveau de l'Assemblée, mais de façon extrêmement forte et de façon extrêmement pertinente, il n'a pas été entendu. C'est pourquoi quand vous regardez la réaction des populations de Kinshasa, dans leurs manifestations, elles s'en sont pris à des ambassades. L'ambassade du Rwanda, de l'Ouganda, on peut comprendre pour ceux qui savent ce qui se passe dans la zone, mais ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils s'en sont pris également à des ambassades de pays occidentaux. Qu'est-ce qui explique cela justement? Pourquoi s'en prendre aux ambassades? Mais la population est en train de montrer sur le terrain ce que j'ai appelé tout à l'heure le 2 poids, 2 mesures. Vous êtes en mesure de faire quelque chose et vous n'avez absolument rien fait. La preuve, c'est que ces pays qui ne font rien ici, ce sont les mêmes pays qui soutiennent l'Ukraine contre la Russie. S'ils avaient fait le 10e de ce qu'ils ont fait en Ukraine pour soutenir Zelensky, s'ils avaient fait le 10e en soutenant Tshisekedi, le Rwanda ne serait pas aujourd'hui sur le sol de la RDC. Des analystes politiques dénoncent en silence complice du monde face à un malheur au Congo. Êtes-vous de cet avis? Mais bien sûr, il y a un silence complice. C'est pourquoi je disais tout le monde savait. C'est-à-dire que personne n'ose aujourd'hui dire qu'on est surpris ou quoi que ce soit. Tout le monde a vu venir. On se rappelle, Tshisekedi lui-même, à la tribune des Nations Unies, a posé ce problème. Quand il allait en visite en France, il a posé ce problème. Il en a reparlé également à la fin de l'année passée à la tribune des Nations Unies, puisqu'il l'avait fait également l'année d'avant. Au sommet de la francophonie, il a même boudé, parce qu'il a considéré qu'on n'a pas pris la dimension de ce qui se passe en RDC en citant des situations de crise en Afrique, en oubliant ce qui se passe au niveau de la RDC. Mais ça veut dire que personne n'ose dire que je ne suis pas au courant. Maintenant, ce silence, effectivement, peut être considéré comme un silence complice parce que les gens sont en train de vouloir ménager les choux et ménager également la chèvre parce que tous ces pays ont une certaine relation avec le Rwanda et en voulant épargner cette relation avec le Rwanda, les pays n'ont pas à temps fait ce qu'il fallait faire. Mais quand il s'agit de l'Union africaine, c'est encore pire. Au moins, certains pays de l'Union européenne, l'ONU, la Chine, ont interpellé directement Kigali. Kigali, lui demandant de retirer ses forces de la région tout à du Nord Kivu. Mais quand vous regardez la réaction de l'Union africaine, il parle il faut respecter l'intégralité du territoire de la RDC, mais le Rwanda n'est pas cité. En fait, on va appeler ça comment si ce n'est pas de la complicité. Mais alors que l'inquiétude grandit au niveau de la communauté internationale, quelles pistes de solutions sont envisageables? Le Conseil de sécurité également s'est penché sur la question. Oui, le Conseil de sécurité est une structure qu'on peut réunir en urgence. La RDC a demandé une réunion en urgence, elle a obtenu, mais quelle décision est sortie qui peut régler le problème? Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Conseil de sécurité, en principe, c'est le meilleur instrument pour résoudre les conflits, mais avec le droit de veto et le conflit entre les détenteurs des droits de veto, c'est également l'instrument qui, quand on veut l'utiliser, traîne les pieds comme ce n'est pas permis. La solution ici, elle est à 2 niveaux. Le premier niveau,
c'est au niveau de la RDC. Il ne faut pas qu'on oublie que le président Tshisekedi, lors de sa première investiture, dans son discours, avait insisté sur le fait de ramener la paix dans cette partie de la RDC. Il parlait même d'aller y installer le quartier général de l'armée. Mais il faut qu'il respecte sa promesse. Donc la première chose qui doit être faite, l'armée de la RDC, qui est responsable de l'intégrité de son territoire, doit prendre ses responsabilités. C'est la première chose qui peut être attendue. La deuxième chose, ceux qui sont d'accord que le Rwanda se trouve sur le sol de la RDC et que ce n'est pas normal que le Rwanda appuie le M23, mais tous ces pays peuvent s'organiser pour sanctionner le président du Rwanda quand il refuse les sanctions, mais qu'on mette des forces en place pour combattre les soldats rwandais. J'aime pas du tout la guerre, mais ce n'est pas une raison pour accepter qu'un pays vienne agresser un autre pays, occuper une partie de son territoire, exploiter ses ressources. Ça, il ne faut pas qu'on l'accepte dans une Afrique qu'on souhaite plutôt unie. Pas que des pays se fassent la guerre les uns les autres ou que les pays soutiennent la guerre dans un autre pays. Il y a ces deux attitudes-là qui sont là, mais qui malheureusement se déclenchent de façon extrêmement lente quand on veut trouver une solution. Pour éviter que Goma ne tombe entre les mains du M23 complètement, est-ce que l'armée congolaise va-t-elle entrer dans une guerre ouverte avec son voisin, le Rwanda? Elle n'a plus le choix. Si elle veut sauver son honneur, elle n'a plus le choix. Il est vrai que cette armée rencontre d'énormes problèmes. On en parlait ici lors d'un décryptage avec l'avancée du M23 où le commandant de la zone, c'est lui qui est allé rejoindre le M23, lui-même. Donc, mettant la zone à la disposition du M23. Mais vous avez un autre problème qu'on oublie en parlant du M23. Nous sommes dans une zone où vous avez un très grand nombre de mouvements armés. Certains se sont mis du côté, pour le moment, de l'armée de la RDC pour combattre le M23. Mais tout le monde s'interroge, est-ce qu'il n'y a pas des risques pour que certains de ces mouvements qui avaient déjà combattu l'armée de la RDC ne fasse pas comme ce capitaine qui a dit que mais ces gens qui sont là-bas, je les connais, on était ensemble dans tel endroit, etc. Il les a rejoints. Est-ce que ces groupes ne risquent pas de faire la même chose, compliquant davantage la situation à l'armée de la RDC? Il faudrait que l'armée de la RDC prenne ses responsabilités. C'est eux qui sont garants de l'intégrité du territoire au niveau de la RDC, mais il faut qu'ils assument leur fonction de garant en faisant en sorte que les soldats rwandais, en particulier le M23, puissent quitter le territoire rwandais, le territoire congolais. Qu'ils assurent l'intégrité du territoire. Un sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est est annoncé pour ce mercredi sur la crise au Nord Kivu, auquel le président congolais Félix Tshisekedi n'a pas prévu de participer. Mais que se passera si cette tentative de pourparler échoue? Il est logique que le président Tshisekedi ne quitte pas son pays. Parce qu'il est dans une situation d'échec. On ne peut pas l'appeler autrement. Les populations qui sont sorties marcher, mais ce que ça exprime, c'est extrêmement clair et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous que dans cette zone, à un certain moment, les populations avaient marché. Vous avez même l'opposant Fayoulou qui avait participé à cette marche, allait jusqu'à la frontière au point que les soldats rwandais même avaient tiré sur les populations, puisque les Fayoulou et autres demandaient carrément qu'on déclare la guerre au Rwanda. Mais ils ont été en avance sur le président Tshisekedi, qui par la suite a durci progressivement ses positions par rapport au Rwanda. Mais si les populations vont faire le bilan, on va dire au président Tshisekedi, on vous l'avait dit et vous n'aviez pas écouté. Donc là où on en est, Tshisekedi n'a pas intérêt à des discussions, sauf si la discussion permet le recul du M23 et le retrait total des soldats rwandais sur son territoire. Ce qui est loin d'être acquis aujourd'hui, parce que ceux-là sont en train plutôt de conquérir de plus en plus de territoires. On s'attend même à ce qu'ils aillent vers le Kivu Sud pour continuer à occuper des territoires. En ce moment, Tshisekedi a plutôt une réponse à apporter à ces populations pour montrer que c'est lui le premier soldat de la RDC, en faisant en sorte que on stoppe d'abord les avancées du M23 et des soldats rwandais et qu'on les oblige également à faire machine arrière par rapport aux espaces occupés, notamment Goma. Sur le plan politique, quels sont les enjeux si Goma tombait entre les mains du M23?
Ben, les enjeux sont énormes parce que vous avez dans ceux qui sont avec le M23 une aile politique qui dit qu'il ne faut pas s'arrêter à Goma, il faut aller à Kinshasa et chasser Tshisekedi du pouvoir. Ceux qui défendent cette thèse vont se sentir renforcés en se disant que c'est possible. Et certainement, ils pensent à l'expérience de Kabila père, parce que c'est ce que Kabila père avait fait pour chasser le président Mobutu Sese Seko. Mais les contextes ne sont pas exactement les mêmes. Cela est loin d'être évident, mais plus les gens vont conquérir des territoires, plus qu'ils vont se rendre compte que les FARDC n'ont pas apporté la force qu'on attendait, mais plus ces gens vont avoir des ambitions pour occuper de plus en plus de territoires. Est-ce que ça pourra aller jusqu'à Kinshasa? C'est trop tôt pour le savoir. Ça dépendra d'abord de la réaction de l'armée de la RDC, mais également de l'attitude de certains nombres de pays de la communauté internationale. Après plus de 30 ans de conflit, la situation en 2025 se complique davantage donc, sur le terrain. Elle se complique davantage parce que je parlais tantôt du discours d'investiture du président Tshisekedi, mais quand il parlait, c'est plutôt les ADF à l'époque qui créaient des problèmes dans la zone. Les ADF de l'Ouganda. Tout à fait. C'est eux qui créaient des problèmes à l'époque. Ces ADF sont toujours là. On ne les a pas vaincus. Le M23 est venu s'ajouter à ces ADF. Mais ce qui veut dire que par rapport au discours de Tshisekedi, par rapport à la promesse qu'il avait eu à faire aux populations de la RDC, mais il y a un sérieux problème qui est là, qui se pose. Mais il va falloir qu'ils prennent ses responsabilités, ou comme on le dit, qu'ils prennent le taureau par les cornes, qu'ils convoquent les militaires de la RDC pour leur demander d'assumer leurs responsabilités. Sinon, d'un point de vue politique, il peut risquer lui-même son propre pouvoir. Pour faire un retour sur l'histoire un peu dans ce contexte, mais que recherche concrètement le M23 ou ces groupes armés sur le territoire congolais? Au départ, le M23 réclamait que les accords qui avaient été signés soient respectés. Parce qu'on parlait de désarmement, d'intégration au niveau de l'armée, etc. C'est sur cette base qu'ils étaient revenus. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, ces gens sont en train de conquérir une partie du territoire de la RDC. Donc entre ce qu'on réclamait, où Tshisekedi était à l'époque prêt à discuter en leur disant on peut discuter, mais retournez à votre base avant le déclenchement de cette nouvelle guerre. On avait même commencé ce travail, si on se rappelle, avec les premiers soldats qui avaient été dirigés par le Kenya, qui étaient venus pour faire une force d'interposition. Le M23 avait commencé à reculer, mais à un certain moment, le M23 a refusé de continuer à reculer. Ça avait même amené certaines populations de la RDC à s'en prendre au Kenya, parce que les populations voulaient que les Kenyans combattent directement le M23, alors que la mission, ce n'était pas cela. Bien qu'au départ, c'est ce qui était envisagé, qu'on amène des forces, qu'on dise au M23 de reculer. Si le M23 ne recule pas, qu'on combatte le M23. C'est effectivement cela qui avait été décidé au départ. Mais par la suite, la mission a été changée en mission d'interposition, ce qui fait que le M23 s'est rendu compte que ceux-là sont venus, mais ils ne vont pas prêter main forte à la RDC. À un certain moment, ils ont arrêté de replier sur leur zone comme cela leur avait été demandé. Et ça a créé des problèmes à cette force qui était sur place et qui ne parvenait plus à trouver une solution. Face à l'urgence, la communauté internationale réussira-t-elle à faire pression sur Kigali? La pression sur Kigali est indispensable. Ce qui est sûr, ce qu'on a vu le M23 dérouler, le M23 ne peut pas le faire seul. L'appui de Kigali est indiscutable. Des gens sur place ont vu les soldats rwandais. Parce qu'il faut qu'on arrête d'écouter les démentis du président Kagame. Il ne peut pas dire autre chose parce qu'il n'ose pas quand même dire ce sont mes soldats qui sont au niveau de la République démocratique du Congo en train de conquérir le territoire en soutenant le M23. Il ne peut pas le dire, ce serait irresponsable de sa part. Donc vous le voyez toujours éviter la question, parler de problèmes internes au niveau de la RDC. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la position des Nations Unies, de la Chine, de l'Union européenne. Mais s'il n'y avait pas des éléments concrets, pourquoi on va demander à Kigali de retirer ses troupes? Et pour moi, c'est là où se trouve le nœud actuellement pour la solution. Il faut un retrait des forces du Rwanda, de la RDC. Avec ce retrait des forces du Rwanda, l'armée de la RDC se retrouvera davantage en position de force par rapport
au M23. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.